Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner mon avis concernant ce 8e épisode de la série Ahsoka. Un épisode qui avait la lourde tâche de conclure cette première saison. Mais avant de commencer, je vais brièvement revenir sur l'épisode 7, et notamment sur le sondage que j'avais réalisé et comme je l'avais prévu, on a bien pu assister à une baisse dans celui-ci, puisqu'on est passé de 85% d'avis positifs depuis environ 3 semaines à 77%. Bon, c'est loin d'être catastrophique, mais c'est une chute notable. On retrouve bien sûr la différence dans les avis moyens qui ont quant à eux augmenté, tandis que nous avons toujours nos irréductibles 4% d'avis négatifs. Reste à savoir maintenant ce que vous avez pu penser de ce dernier épisode de cette première saison. Comme d'habitude, vous aurez accès à un nouveau sondage dans les plus brefs délais, dans l'onglet communauté de la chaîne. Nous allons maintenant pouvoir passer à l'analyse de l'épisode du jour, mais avant cela, laissez-moi vous parler du partenaire du jour, les éditions Pocket. En effet, pour célébrer la fin de cette période entièrement consacrée au personnage d'Ahsoka Tano, les éditions Pocket vous invitent à mettre la main sur le célèbre roman Ahsoka, dont les éditions Pocket Jeunesse viennent justement de sortir une nouvelle édition. C'est un ouvrage super important si vous souhaitez en savoir plus sur la vie de l'ancienne padawan d'Anakin Skywalker, et notamment sur la façon dont elle a pu vivre son départ de l'Ordre, mais également comment elle a pu survivre à travers une galaxie en plein changement après la récente instauration de l'Empire Galactique par Palpatine. Et par là même, ce roman vous offrira également la possibilité de découvrir comment Ahsoka a commencé à officier en tant que Fulcrum, et ce d'une façon bien plus complète et donc forcément intéressante que ce qui avait pu nous être proposé dans la série Tales of the Jedi. Et par là même, si vous souhaitez en savoir plus sur Ahsoka et ses légendaires sabres laser à la couleur unique, c'est dans ce roman que vous découvrirez le pourquoi du comment. Et mieux encore, si vous souhaitez aller plus loin, l'autrice de ce roman a également eu la chance de nous proposer une trilogie entièrement consacrée à Padmé Amidala, un personnage super important de la saga qu'on a malheureusement un peu trop souvent tendance à oublier. C'est donc l'occasion pour elle de revenir sur ce personnage particulièrement fort de la prélogie, en nous permettant également de mieux comprendre son entourage, sa vie de reine puis ensuite celle de politicienne, et donc de suivre d'un peu plus près son combat politique qui l'oppose donc idéologiquement au chemin que semble emprunter le chancelier Palpatine. Alors qu'ironiquement, c'est grâce à elle qu'il est parvenu à atteindre ce poste. D'ailleurs, le deuxième tome se permet même de se dérouler durant les événements de la menace fantôme, il est donc toujours palpitant de suivre l'histoire que l'on connaît du point de vue d'un personnage qu'on ne suit peut-être pas plus que ça dans les films. Enfin, on peut également apprécier le fait que la trilogie complète ne se prive pas de proposer de nombreux liens avec d'autres œuvres telles que The Clone Wars, et ça c'est quelque chose qui ne peut que nous ravir. Bref, si ces 4 romans vous intéressent, je vous laisse bien sûr des liens en description pour en savoir plus ou pour les commander. Mais reprenons. Eh bien, je dois quand même vous dire que je suis déçu. Ce final avait tout pour être dantesque, et il faut croire que les gens derrière la série n'en avaient pas spécialement envie. La question, c'est bien évidemment pourquoi, mais je pense que j'ai déjà un début de réponse possible. Comme je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux récemment, le problème des séries Star Wars ou Marvel, c'est qu'elles sont un cas à part dans l'univers des séries, car là où toutes les autres doivent se battre pour espérer être renouvelées, les séries Disney n'ont pas ce problème, puisqu'on sait d'emblée qu'elles vont marcher et conduire à une histoire plus grande. Au final, ces séries ne sont là que pour nous faire patienter en attente d'un projet d'une plus grande importance. C'est donc en partie pour cela que ce final n'est pas du tout à la hauteur de ce à quoi on aurait pu s'attendre. Non pas qu'il soit nul, loin de là, mais il faut admettre qu'il était très en deçà de ce à quoi on pouvait s'attendre. Celui-ci a duré à peine plus de 40 minutes, et nous n'avons eu aucun début de réponse concernant toutes nos questions les plus importantes, puisque toutes ces réponses arriveront sûrement dans une saison 2, ou à défaut dans le film de Dave Filoni prévu pour sortir d'ici quelques années. Et c'est donc particulièrement dommage, parce que jusque-là, la série me plaisait beaucoup, mais je ne peux pas m'empêcher de voir ça un peu comme une sorte de trahison. On me force à regarder une série, tout en sachant très bien qu'à la fin de celle-ci, je n'aurai pas de réponse à toutes mes questions, et pire encore, j'aurai besoin de voir d'autres choses pour possiblement avoir accès à ces réponses. Si on prend une série concurrente comme Stranger Things et notamment les premières saisons, chaque partie se terminait sur une vraie conclusion de l'intrigue, et le cliffhanger, quant à lui, amenait une nouvelle menace ou une menace plus importante. Or ici, et sans trop spoiler pour le moment car je vais y venir ensuite, on pourrait croire que nous sommes toujours dans la saison 1, car rien n'a été réellement résolu. Normalement, chaque saison d'une série doit pouvoir se suffire à elle-même dans une moindre mesure, or là, il est quasi obligatoire d'avoir une saison 2 ou autre chose pour avoir toutes les clés. C'est peut-être encore plus compliqué dans le cas de cette série,
puisque dès le départ il fallait que les spectateurs aient déjà en tête de nombreux éléments en rapport avec les séries Rebels ou The Clone Wars pour comprendre tous les tenants et les aboutissants. Mais ça, c'est un autre problème sur lequel on reviendra dans le cadre d'une vidéo critique entièrement consacrée à la série. Mais bref, parlons maintenant en détail de ce nouvel et dernier épisode de la série Ahsoka, qui, comme je l'ai dit, et comme vous avez pu le comprendre, finit un peu en dents de scie, car finalement tout ce qu'on a envie de retenir, et tout ce dont on voudrait parler a posteriori, c'est des 5 dernières minutes. C'est clairement les choses les plus intéressantes, que ce soit du côté de Thrawn ou bien de celui de Baylan, mais on va essayer de se retenir quelques instants, le temps d'aborder le reste malgré tout. Pour commencer, nous pourrions revenir sur tout ce qui entoure les Sœurs de la Nuit. J'apprécie le fait que leur lore soit mis en avant, ça donne plus de consistance et de richesse à la série. On voit ainsi Morgane être récompensée, elle devient donc physiquement plus proche d'une matriarche. Sa voix change également quelque peu, et chose plus intéressante, elle reçoit en cadeau une arme surnommée l'épée de Talzin. Talzin étant, vous l'aurez peut-être compris, la première matriarche des Sœurs de la Nuit lors de la guerre des clones. L'autre point intéressant de cet épisode les concernant, c'est bien sûr la transformation des Stormtroopers, ou plutôt des Night Troopers. On comprend donc que ceux-ci sont des hommes normaux, mais qu'ils sont dévoués aux Sœurs de la Nuit, tout comme à l'Empire, et qu'ils sont volontaires pour participer à un rituel. Bon, là où c'est un peu bancal par contre, c'est que le rituel ne se déroule qu'après leur mort, donc en soi ça veut dire que les volontaires étaient juste d'accord pour aller se faire tuer, pour pouvoir ensuite revenir à la vie. C'est quand même un peu étrange, mais après tout, pourquoi pas? Car ça permet à Filoni de faire revenir sur le devant de la scène le concept des Death Troopers, ces soldats de l'Empire devenus des zombies, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas dû à un virus, mais simplement à la sorcellerie des Sœurs de la Nuit. On a également le cas des Death Troopers, les unités d'élite, qui quant à elles sont transformées depuis plus longtemps, il faut le croire, vu l'état de décomposition avancé du visage. Bref, tout ce concept est sur le papier super intéressant. Le problème en revanche, c'est la mise en scène de ce concept, qui se veut forcément un tant soit peu horrifique, et si un ou deux plans parviennent à fonctionner, je trouve que la plupart du temps le tout fait plus ridicule qu'autre chose. Qu'on s'entende, amener un aspect horrifique à Star Wars, je valide l'idée à 100%. Mais dans ce cas, il fallait y aller à fond et installer une ambiance qui y était propre. Une fois l'équipe arrivée dans la forteresse avec une lumière plus sombre, des plans plus serrés, là on n'a rien de tout ça, et un film d'horreur sans une bonne mise en scène, ça se transforme juste en un jeu d'aventure random d'une chaîne télé à la Fort Boyard. Donc ça sort un peu le spectateur de l'épisode, en tout cas c'était mon cas, et c'est vraiment dommage car il y avait une super idée sur le papier. Surtout qu'avant cela, la scène d'action qui avait conduit les héros à se précipiter dans le fort était quant à elle super bonne, que ce soit sur le fond comme dans la forme, car en tant que spectateur, on espère forcément que Thrawn va ordonner à son vaisseau d'ouvrir le feu, vu que c'est la chose la plus logique à faire. Et ces derniers temps, avec les dernières séries, il était assez rare que les méchants prennent les bonnes décisions. Mais là, il le fait, donc c'est un très bon point. Pour une fois, on a un ennemi un tant soit peu intelligent. Par contre, ça m'amène à relever un autre problème que j'avais déjà commencé à évoquer dans une autre vidéo, le fait que Thrawn soit obligé de nous dire oralement qu'il a gagné ou qu'il gagne, parce que dans les faits, dès qu'il envoie des troupes, celles-ci finissent soit par fuir, soit par se faire massacrer. C'est donc un peu un échec de la série de ne pas parvenir à nous montrer le succès et l'intelligence de Thrawn, car dès le départ, nous savions qu'il allait réussir à s'enfuir. Je veux dire, vous avez vu son vaisseau, vous avez vu celui aussi des héros. Même sans rien faire de spécial, je ne crois pas qu'ils auraient pu faire grand chose pour les empêcher de s'enfuir. Donc c'est un peu dommage de ce point de vue-là. Quelque chose de mieux réalisé, et heureusement car ça concerne une bonne partie de l'épisode, c'est les relations entre le trio de héros. Cependant, on y retrouve malgré tout le défaut propre à l'écriture made in Filoni, c'est-à-dire de bonnes idées, mais toujours traitées de façon trop superficielle. On comprend certes enfin pourquoi le comportement de Sabine avait changé depuis Rebels, avec la mort de toute sa famille et la destruction de Mandalore déjà évoquée dans The Mandalorian, mais il aurait été peut-être plus malin d'aborder ce genre de choses plus tôt, pour que le spectateur n'ait pas besoin d'attendre 8 épisodes pour comprendre qui est le personnage qu'il a à l'écran. De la même manière, j'ai bien aimé le parallèle qui était fait entre Kanan et Ezra, tandis que Sabine de son côté se sentait un peu nulle en comparaison, toujours persuadée d'être une mauvaise élève, même si fort logiquement la fin de l'épisode va se charger de nous prouver qu'elle est elle aussi en mesure de maîtriser la force. Et j'ai bien aimé la nouvelle Ahsoka qui essaye de se montrer plus compréhensive avec elle en nous expliquant que c'est ce qu'Anakin avait fait avec elle, même si, désolé, mais une fois encore ça va me mener à basculer dans le négatif. Là aussi, c'est une mauvaise interprétation de la chose selon moi.
Ahsoka, dans The Clone Wars, pouvait vraiment faire des grosses conneries, et lorsque cela lui arrivait, elle se retrouvait exclue, stationnée dans le temple, ou bien alors Anakin lui remontait les bretelles, car elle avait réellement fait des erreurs qui l'avaient mise en danger ainsi que ses troupes, et il fallait bien qu'il le fasse, car elle devait apprendre de ses erreurs. Là, on a juste l'impression qu'Ahsoka est prête à dire amen à tout ce que fait Sabine. Alors oui, elles ont retrouvé Ezra, c'est génial, mais tu peux pas mettre de côté le fait que dans le même temps, t'as relâché la plus grosse menace actuelle sur le reste de la Nouvelle République. Et ça, c'est sans compter sur ce que cherche à trouver Baylan. C'est juste irresponsable de sa part. À la limite, il aurait fallu dire qu'elles doivent accepter leur situation telle qu'elle est, et continuer à aller de l'avant. Car tant qu'elles sont en vie, le combat ne s'arrête pas. C'était d'ailleurs la leçon d'Anakin à Ahsoka, si j'ai bien compris. Et ça aurait d'autant plus collé vu la fin de l'épisode, où on voit le Force Ghost d'Anakin, ce qui fait extrêmement plaisir à voir, alors que celui-ci arbore un visage fier de ce qu'est devenu son élève. Donc là encore, c'est un peu dommage, mais c'est propre à la majorité du travail récent de Filoni. De bonnes idées, mais qui restent tellement en surface que ça devient problématique à différents niveaux. Donc voilà plus ou moins tout ce que j'aurais à dire concernant l'épisode en lui-même, avant d'aborder quelques débuts de théorie pour la suite. Retenez juste en attendant, si vous le souhaitez, qu'en tant que série Star Wars, celle-ci reste malgré tout la plus intéressante pour moi, puisqu'elle n'a pas les défauts les plus embêtants que je trouvais à The Mandalorian, à savoir le manque d'un fil rouge. Là, on a une histoire et on s'y tient du début à la fin, mais malheureusement, ce final m'a un peu déçu. Mais maintenant, venons-en aux théories. Premièrement, Thrawn est de retour dans la galaxie connue. Il continue de faire équipe avec les matriarches en les ramenant sur Dathomir. J'ignore si elles sont conscientes de ce qu'il s'est produit ici ou non. Quoi qu'il en soit, il est fort probable que tous les cercueils contiennent les restes d'anciennes sœurs qu'elles vont certainement chercher à ranimer pour occuper de nouveau leur monde natal. Reste à savoir ensuite combien de temps leur alliance perdurera avec le Grand Amiral, ou si l'un des partis pourrait essayer de supplanter l'autre. Thrawn va également devoir faire connaître son retour au plus grand nombre. J'imagine que sa mission va maintenant être de convaincre les autres officiers impériaux encore en poste de se joindre à lui. Ce qu'on avait déjà pu entreapercevoir à la fin de la saison 3 de The Mandalorian avec son fidèle capitaine Pellaeon. Le plus intéressant et le plus mystique par contre se trouve bien sûr du côté de Baylan qui, malheureusement pour l'acteur, n'a que 10 secondes pour nous faire un ultime au revoir. C'est dommage et un peu décevant, mais nous pouvons toujours nous dire qu'il reste le personnage le plus réussi depuis bien longtemps chez Disney et ce dernier plan, qui est donc le dernier de sa carrière, est particulièrement impressionnant et réussi. On le découvre donc sur une immense statue représentant le père de Mortis. On voit logiquement une statue du fils à sa gauche, et celle qu'on imagine être la fille à sa droite, dont la tête est subtilement manquante. Signe que le lieu est sûrement chargé d'obscurité et que la balance n'est plus du tout équilibrée. Reste à savoir ce que Baylan cherche désormais, c'est sans aucun doute un pouvoir proche du divin, mais je ne rejoindrai pas spécialement la théorie qui voudrait qu'Ahsoka soit la réincarnation de la fille et Baylan celle du fils voire du père, car ça me paraîtrait un peu trop gros. Pour autant, on remarquera que Baylan ne regarde non pas les statues, mais qu'il observe ce que les statues peuvent regarder, et mieux encore, si vous faites attention, vous verrez qu'au loin, au sommet d'une montagne, il y a quelque chose qui brille. C'est donc ce qui se cache là-bas qui devrait attirer Baylan. J'aurais donc plutôt tendance à imaginer quelque chose de similaire à Abeloth, une entité du Legends démesurément puissante qui avait été enfermée par les dieux de Mortis. Voilà ce que j'aurais plutôt tendance à croire. Mais reste à comprendre maintenant quel rôle pourrait jouer Baylan dans ces conditions. C'est difficile à dire pour le moment tant la série n'est pas disposée à nous offrir plus de pistes que nécessaire. Mais bref, voilà plus ou moins tout ce que j'aurais à dire concernant cet épisode. Comme d'habitude, l'espace des commentaires est là pour vous permettre de vous exprimer dans la joie, la bonne humeur et la mesure bien sûr. Et si vous avez la flemme d'écrire, un sondage arrive très bientôt. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. J'espère d'ailleurs que la dernière concernant la revanche des Sith vous a plu. Et nous de toute façon on se retrouve demain pour la vidéo critique de la série dans sa globalité. Mais sur ce, c'était Absolute et que la force soit avec vous. À la prochaine. Ciao.